comme de nuit, ils assurent la protection de la population sur tout type d'intervention, secours à personne, incendie ou encore accident de la route. Embarqués pour une journée de garde avec les sapeurs-pompiers du 05, ces soldats du feu qui ont un quotidien pas comme les autres. Bienvenue dans Métiers d'urgence. Nous sommes lundi, il est 7h. Au centre de secours principal de Gap, la garde de jour s'apprête à commencer sa journée de 12h. L'adjudant-chef Christophe Mandjapan sera le chef de garde aujourd'hui. Ce dernier a récupéré les informations de la veille auprès du précédent chef de garde. Lors du briefing, son rôle sera de donner d'éventuelles informations de service, de répartir les différents sapeurs-pompiers dans les véhicules, ainsi que de décrire les manœuvres du jour et donner les tâches à effectuer dans la caserne. Aujourd'hui, au programme, une manœuvre de secours routier et le nettoyage complet de la remise. Mais avant tout, il faut procéder à l'armement des véhicules et objets divers. Bonjour, vous êtes pompier professionnel ici? Oui, c'est ça. c'est ça. Donc expliquez-nous un peu comment on commence une journée de garde au sein de la caserne de Gap. Donc une journée de garde commence par un rassemblement à 7h pour tout le personnel. Pour nous les chefs de garde, on arrive à 7h moins 10 pour prendre les consignes avec le chef de garde de la veille. Donc on échange, voir un petit peu en termes de matériel d'intervention spécifique, s'il y a des choses à reporter à l'équipage de la journée. Ouais. Ensuite, donc le rassemblement se fait avec tout le personnel et on affecte un petit peu les personnels dans les divers engins qui composent le centre de secours, que ce soit les ambulances, que ce soit les fourgons et tout ça. Ensuite, une fois que chaque personnel a son véhicule, à la fin du rassemblement, une fois que les consignes ont été données sur l'ensemble de la journée, les activités qu'on va faire un petit peu obligatoires, chaque personnel va dans son véhicule et fait une vérification totale de l'armement du véhicule pour voir si tout est en ordre, si tout correspond et voilà. L'armement, qui passe de la vérification des radios à la vérification de chaque véhicule, les ambulances sont passées en revue pour vérifier la présence de tout le matériel médical. Le PC, échelle pivotante combinée, est sorti avec les véhicules d'incendie, le FPT fourgon pompe-tonne, car compte tenu de leur grande taille, il est difficile de les déployer au sein de la remise. L'échelle, quant à elle, va effectuer différentes manœuvres et se déployer de ses 27 mètres devant le parvis de la caserne. Le FPT-LSR, un véhicule d'incendie et de secours routier, va être vérifié en intégralité. De la présence des tuyaux à l'Olmatro, une pince de désincarcération, rien ne doit manquer à l'appel. Vient le tour des camions de feux de forêt qui sont dotés d'une citerne à grande capacité, près de 4000 litres, et qui embarquent un matériel spécialisé pour les interventions dans les forêts. La citerne grande capacité est également contrôlée, ainsi que la pression de chacun des ARI, appareils respiratoires isolants. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, depuis quand êtes-vous pompier et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, je m'appelle Teddy Agawa, je suis première classe au centre de secours de Gap depuis le 1er janvier 2016 où je suis arrivé professionnel ici. J'étais à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avant. J'ai choisi d'être pompier de par le volontariat en fait, pour me rendre utile. Je trouvais que c'est quelque chose qui permet d'apporter de l'aide à la société, à la population, ça permet de se rendre utile. Et c'est un métier qui m'a toujours attiré. Le volontariat m'a permis de mettre un pied dedans et de connaître un peu le métier. Et après, pris dans la chose, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai passé les concours qu'il fallait pour me retrouver là aujourd'hui. Donc ici on est dans la remise des véhicules. Présentez-nous un petit peu les différents véhicules qu'on a ici. Alors, voilà, là, comme vous l'avez dit, la remise. Donc c'est ici où sont stationnés tous les engins de la caserne de Gap. Avec ici la partie au début, donc on va dire incendie. Donc avec ici le FPT-LSR. Donc c'est un camion fourgon pompe-tonne léger secours routier.
Donc c'est un camion mixte qui permet à la fois de faire de l'incendie et du secours routier. Sur la secours routier, c'est la partie on va servir ce camion pour une partie hors gamme. On en a un autre là-bas, on verra, pour la partie centre-ville, pour dissocier un petit peu les deux. À côté, on a le fourgon pompe-tonne, donc pareil, purement incendie. Donc le camion de feu, le plus connu chez les pompiers avec l'échelle. On va se servir pour tout ce qui est incendie, on va dire urbain. Donc feu de maison, feu d'appartement, voiture, tout ce qui est feu urbain. À côté, on retrouve l'échelle. Donc ça, le camion mythique des pompiers, l'échelle. Donc dans le département, il y en a 3, une à Gap, une à Briançon et une à Embrun. Et ensuite, on passe sur la partie un peu feu de forêt. Avec les camions, comme on le voit, ils sont comparés aux autres, des camions un peu plus 4x4. Donc pour la partie feu de forêt. Ça, ce côté-là, c'est la partie la plus opérationnelle. Derrière, on retrouve les véhicules un peu plus spécialisés, ce qu'on appelle chez nous les véhicules spécialisés. Donc avec un véhicule d'assistance respiratoire qui nous permet, pareil, sur incendie, d'avoir de l'air en bouteille. Quand on rentre dans une atmosphère viciée, comme on dit, on est sous bouteille. Et ce véhicule nous permet sur le chantier, sur place, de regonfler les bouteilles, de remettre de l'air et de pouvoir travailler tout le temps dans une atmosphère saine. Derrière le véhicule risque chimique, donc pour tout ce qui est risque radiologique, chimique, donc ça c'est une spécialité à part entière, pas tous les pompiers sont formés là-dessus, c'est des formations spéciales. Et derrière, le véhicule commando feu de forêt, donc qui rejoint un petit peu les camions feu de forêt qu'on retrouve ici. C'est un véhicule qui nous permet de faire, donc comme son nom l'indique, des commandos en feu de forêt, donc de faire des établissements de très très grande distance pour aller chercher un feu qui serait éventuellement inaccessible en montagne, en forêt. De ce côté-là, on a encore un véhicule spécial, c'est le véhicule secours en milieu périlleux, donc pareil, c'est une spécialité aussi, le secours en montagne. Et tous les endroits un peu inaccessibles où il y a des secours un peu particuliers que les pompiers classiques, on n'a pas les moyens nécessaires pour traiter seul. On fera appel à ce véhicule-là. Ensuite, des véhicules légers, c'est des véhicules de transport de personnel, du chef de groupe, tout ça. Et de ce côté-là, on va avoir la partie sanitaire, avec les VSAV, donc les ambulances. Nous allons maintenant découvrir la section cynotechnique du SDIS 05. On vient de sortir votre chien Havan. À quoi est-ce qu'il est formé? Alors Havan est formé pour la recherche de personnes ensevelies sous les décombres lors des différents effondrements de bâtiments ou des coulées de boue ou des choses comme ça, voilà, qui n'a rien à voir avec l'avalanche, bien évidemment, sauf si l'avalanche recouvre des parties des infrastructures ou véhicules. Les former également pour la recherche de personnes égarées et la recherche de personnes disparues au moyen du questage en fait. On ne fait pas du pistage, le pistage est réservé à la gendarmerie. Nous on vient en complément, un travail en complémentarité de la gendarmerie pour la recherche de personnes égarées. Donc voilà, donc le rituel du matin quand je prends la garde, je l'amène dans son chenil pour la journée et puis voilà, et puis je la récupère le soir quand j'ai terminé. Voilà. Et donc pour la sélection, est-ce qu'il y a une race particulière à choisir et est-ce que c'est une formation qui s'étend sur plusieurs mois? Ou est-ce que c'est des chiens, c'est un petit peu inné chez eux? Donc on va choisir un petit peu des chiens dits d'utilité. C'est-à-dire que les chiens qu'on retrouve un peu dans les diverses administrations, que ce soit l'armée, la gendarmerie ou les pompiers et les militaires. Donc ça passe par le berger allemand, le berger belge. Voilà, essentiellement. Après, il y a d'autres races un petit peu spécifiques comme le labrador pour les douanes, voilà. Et nous avons au niveau du SDIS trois chiens, donc deux opérationnels et un en formation. Deux chiens qui sont basés à Briançon. Un chien qui a la formation avalanche et la formation recherche personnes ensevelies sous les décombres. Donc il y a deux formations. Et un chien qui est en formation décombres. Voilà. Donc on va être trois chiens d'ici peu opérationnels sur le département.
On a oublié de parler de la formation pour le chien. Ça dure combien de temps? Alors la formation du chien dure environ 1 an et demi. Après, en fonction des races de chiens, des tempéraments de chiens, ça peut être un peu plus court ou un peu. Le chien peut commencer à travailler déjà tout petit quand on le récupère, parce que il faut savoir qu'à contrario des administrations, les chiens des sapeurs-pompiers, à 80%, dans 80% des cas, appartiennent au maître chien et sont mis à disposition du service départemental d'incendie. Voilà, donc le chien, dès qu'on le récupère à partir de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, enfin voilà, en fonction d'eux, le chien est à la maison et on commence déjà un petit peu à lui faire voir un petit peu ce qui existe. On fait un peu une découverte du monde extérieur avec tout ça. Voilà, après on attaque un petit peu les séances d'éducation et après on attaque vraiment à partir de 6 mois, entre 4 et 6 mois, on commence vraiment la partie motivation dans le travail de recherche et découverte un petit peu des activités ludiques pour les amener à la recherche plus tard. Voilà. Et en général, ça termine, j'aime pas dire ce mot, mais ça termine, enfin le chien, on l'arrête nous quand on juge que le chien n'est plus capable physiquement de travailler. Je m'appelle Robin Joris, j'ai 21 ans et je suis caporal au sein du CSP GAP. Alors mon parcours déjà, je suis rentré en juillet 2012 en tant que sapeur-pompier volontaire, donc ça va faire 4 ans. Ça a fait 4 ans d'ailleurs justement. Et ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai été recruté en tant que remplaçant d'un sapeur-pompier professionnel. Donc je suis en CDD en ce moment. J'ai été recruté sans concours et je suis en attente d'un poste, d'une réponse. Je suis en attente d'une réponse pour peut-être pouvoir intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Déjà la cohésion, l'esprit d'équipe. On ne travaille pas jamais tout seul. On est tout le temps accompagné de personnes. L'action, le sport. Et c'est un métier où on ne connaît pas la routine, quoi. Chaque jour est différent. Autre moment clé de la journée, la séance de sport. Qu'elle soit adaptée ou collective, cette dernière, qui dure en moyenne 1h30, permet aux sapeurs-pompiers de se maintenir en forme et de pouvoir donner 100% d'eux-mêmes à chaque intervention. Aujourd'hui, c'est du sport collectif, avec pour échauffement une partie de volley-ball avec tous les membres de la garde. Une fois que les corps sont bien échauffés, on enchaîne la séance avec du jogging avec une série d'exercices visant à affûter l'agilité des pompiers avec notamment un passage à l'intérieur des véhicules. L'on poursuit les exercices avec un passage à hauteur. Partis du sol, les soldats du feu doivent, à l'aide de leurs collègues, passer la rambarde du premier étage. La course reprend, elle est suivie d'un exercice de force. Pour terminer cette séance de sport, l'exercice le plus connu des sapeurs-pompiers, la planche.
Cette dernière doit être franchie par différentes techniques et est maîtrisée par tous les sapeurs-pompiers. Je leur tiens les poignets, c'est en même temps. Belle. Bien. Tu montes plus fort. Et t'envoies. Bon, nous on va un petit peu tricher, on va pas participer à toute la séance de sport, mais on va aller voir le lieutenant Diologen, venez avec moi. Alors avec le lieutenant Diologen, bonjour, merci Bonjour. de nous accueillir ici. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous faire découvrir les différents bâtiments qui composent le SDIS à Gap? Donc, ce qu'on appelle le site PATAC aujourd'hui, ça regroupe plusieurs entités. Donc on a le centre de secours principal avec sa partie remise, sa partie opérationnelle. On a la direction départementale, on a toute la partie administrative qui va toucher tout le département bien sûr, donc toute la partie comptabilité, ressources humaines, services techniques, logistique, donc on va retrouver tout ça. Ensuite on a la partie formation également, on a l'école départementale sur le site, on a l'atelier départemental également, on a une partie groupement pour le groupement sud et une partie pour le groupement nord qui se situe à Briançon. Et on a également une partie très importante, c'est la partie CODIS CTA. On a toute la réception des alertes sur le 18 et le 112. On va faire un petit tour? Allons-y. Donc nous avons un peu la séparation des deux entités. Donc sur la main droite, nous avons la direction départementale avec toute la partie administrative. Et sur la gauche, nous avons toute la partie centre de secours principal de Gap. Voilà, donc là, nous sommes au niveau du local départ standard et local départ de la caserne de Gap. Donc on a la partie standard, on a la réception d'alerte. On verra après au niveau du CODIS la réception et le lancement d'alerte dans les casernes. Donc le chef d'agré du véhicule, donc ce qu'on appelle le chef d'agré, c'est le patron de l'engin qui va intervenir, vient chercher ce qu'on appelle le ticket de départ. Où on va retrouver son adresse, le type d'intervention sur lequel il va partir et les personnels avec qui il va être engagé. Et là, on a la partie ce qu'on appelle local départ. Le local départ, c'est là où on va prendre le matériel nécessaire pour gérer au mieux l'intervention. Bon, bien sûr, la partie radio, la partie plan. On a tous les plans de Gap, des environs de Gap et des établissements importants sur la commune. On a également caméra thermique, explosimètre, détecteur de CO, etc. Tout du petit matériel que le chef de garde, le chef d'agré va prendre au moment du départ, après monter dans son véhicule et partir en intervention. Donc c'est une phase au moment de l'alerte qui va tourner entre 1 à 2 minutes grand maximum pour le départ. Voilà ce qu'on appelle chez les pompiers ce qu'on appelle la remise. Donc c'est là où sont garés tous les véhicules prêts à partir. Donc là, là vous assistez en même temps à la période de sport des pompiers, puisque le sport est obligatoire chez les pompiers. Donc tous les matins, sport et manœuvre. Voilà, donc tous les engins sont remisés ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va traverser la direction départementale au rez-de-chaussée. On va passer devant le bureau formation. Donc chez les sapeurs-pompiers, est-ce qu'il y a des jours de formation ou est-ce que ça peut être toute la semaine? Alors, au niveau formation, déjà c'est de la formation continue à longueur d'année. Déjà, premièrement, les gens de garde sont obligés de se former tous les jours au quotidien. C'est-à-dire que la garde professionnelle de jour va manœuvrer tous les matins. Donc c'est dédié, la matinée est dédiée à ça, au sport et à la manœuvre. Entrecoupé bien sûr d'intervention s'il y en a. La garde du soir à dominante pompiers volontaires, pareil, une fois qu'ils ont fait le rassemblement, qu'ils ont fait ce que vous avez vu ce matin, armement des véhicules, etc., ils ont de nouveau une période de manœuvre. C'est-à-dire que les gens tous les soirs manœuvrent également. Et ensuite, on a les formations réglementaires, à savoir certains centres de secours les font une fois par mois, une fois par trimestre, enfin on se réunit régulièrement pour tout le temps se former et maintenir les acquis. Et donc il faut alors, pour qu'on n'oublie pas les gestes, etc., il faut répéter alors souvent les mêmes opérations tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours, on répète. Aujourd'hui, ça va être par exemple une manœuvre secourisme, demain, ça va être une manœuvre incendie, après-demain, un risque technologique, etc. Tous les jours, on va travailler, manipuler du matériel. En sachant aussi que le recyclage secourisme est obligatoire. Ça, c'est réglementaire au niveau national. On doit justifier de tant d'heures de manœuvre au secourisme tous les ans. Puisque c'est notre cœur de métier, c'est la base. On fait plus de 75% d'intervention en secours à personne. Donc ça, c'est une base réglementaire. Et ensuite, également le port d'appareils respiratoires. Il faut que tout le monde en ait fait tous les ans. Enfin, feu de forêt, on prépare les manœuvres mars-avril, on prépare les manœuvres feu de forêt. Enfin, on s'entraîne tout au long de l'année. Quelqu'un qui n'est pas recyclé ne peut pas être opérationnel l'année suivante. Donc voilà, là on arrive au niveau de l'atelier départemental. On a en cours des réparations de véhicules, en sachant également qu'on a passé une convention avec le département pour réparer une partie de nos véhicules. Les réparations qui sont lourdes sont faites maintenant au parc de ce qu'on appelait avant l'équipement, au parc du département, où les véhicules sont entretenus, sont réparés par les mécaniciens de l'équipement. On va rentrer dans ce bâtiment maintenant. C'est le bâtiment où se trouve le CTA CODIS, également le bureau opération prévision et le bureau prévention. Donc on verra dans la journée si vous voulez pour voir la différence entre prévision et prévention. Voilà, donc ça c'est la salle CTA CODIS. On a le chef de salle, et 2 opérateurs qui vont travailler, réception des alertes, etc., retransmission des alertes. Donc au maximum, combien est-ce qu'il peut y avoir d'effectifs ici? Alors là, c'est en règle générale, en temps normal, ils sont 3. Ils sont 3 et au fur et à mesure de l'activité opérationnelle, ils vont rappeler les personnels d'astreinte. C'est-à-dire que là, on a la salle CTA CODIS, c'est-à-dire centre des traitements des alertes. Si on a une intervention, un feu de forêt, là on est en période feu de forêt, un feu de forêt qui commence à prendre de l'ampleur, on va basculer des opérateurs et des officiers dans la salle CODIS, la salle qui se trouve à côté. Voilà. Où là tout est prêt, on a de nouveaux opérateurs, chefs de salle qui viennent se positionner là, les personnels d'astreinte. Et ensuite, l'officier CODIS, l'officier de direction, qui vont travailler sur cartographie, etc. Le but, c'est tout simplement d'éviter, lorsque trop d'appels arrivent pour la même intervention, de rater, de passer à côté d'une intervention urgente, importante, qui ne serait pas liée à l'intervention en cours. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ça. Donc en fait, dès que les opérateurs et chefs de salle du CTA reçoivent les alertes qui concernent par exemple notre feu de forêt, ils ne les traitent même pas, ils les basculent directement ici. On a cette salle également qui est importante. Il faut savoir qu'on a une très grande majorité des secrétaires qui sont formés également à la réception de l'alerte quand vraiment on déborde, c'est le cas de le dire. Exemple, je prends un exemple sur les inondations sur Gap, qu'on a 1 à 2 fois par an, où évidemment on reçoit des dizaines, voire centaines d'appels. Donc on a une partie des secrétaires qui quittent leur bureau, qui viennent ici, qui se mettent dans cette salle-là. Et tout ce qui touche les inondations, quand le CTA reçoit un appel, « Oui bonjour, je suis inondé, crac, ne quittez pas madame », ça bascule ici. Et les secrétaires sont habilités à prendre en compte la réception de l'alerte. Elles ont des fiches de réception, l'adresse, le nom, etc. Et après ça part au niveau de la caserne. Donc là on arrive sur le plateau technique où on travaille beaucoup de choses. On travaille la partie incendie, on va la voir avec la partie caisson, et la partie secours routier où on récupère des véhicules dans les casses et on effectue différents types de manœuvres. Donc on met la voiture, on la laisse sur ses roues, on la met sur le côté, on la met sur le toit et on va travailler les techniques d'extraction de personnes. On a également une moto, on fait différents accidents, on a un petit ravin derrière qui descend vers la Luye, donc de temps en temps on met une voiture dans le ravin pour simuler un accident de la route en ravin, et après on la remonte bien sûr. Une fois que les voitures sont complètement coupées et redécoupées, il y a le casseur qui vient, qui récupère les carcasses et ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour la partie secours routier.
La partie caisson, donc une partie importante depuis quelques années maintenant, où on travaille à feu réel. On travaille à feu réel et dans les caissons. Et on va travailler justement la part, ce qu'on appelle les ouvrants. Donc se rendre compte que le feu, en fait, il va jouer en fonction des amenées d'air. Des amenées d'air ou des coupures d'air. Donc notamment, on ouvre une porte, on ouvre une fenêtre, ou une fenêtre éclate, etc. Comment le feu va se comporter. Voilà, donc on a ce type de caisson où on installe ici, sur cette zone-là, en hauteur, des palettes et de chaque côté des plaques d'agglomérés et on va mettre le feu. Quand on met le feu, on a également la simulation d'un skidome, notamment en partie haute d'un escalier par exemple. Donc on va avoir des évacuations d'air en partie haute, d'évacuation d'air également sur la partie arrière. On va simuler l'ouverture et la fermeture des portes. On rentre toute une équipe de 8 stagiaires et on a 3 personnels d'encadrement. Un qui va se tenir ici, donc on ne dépasse pas cette ligne, on reste sur le plancher. Un encadrement ici, un encadrement à l'arrière et un encadrement à l'extérieur. Effectivement, donc là vous avez visité toute la structure du site de Patac, où on retrouve la caserne de Gap. Donc sur Gap, on a un gros potentiel de véhicules, puisqu'on a 22 engins pour porter assistance. Et on a 120 pompiers environ, dont 22 pompiers professionnels et une centaine de pompiers volontaires, pour environ quasiment 3300 interventions à l'année. 11 h. La journée se poursuit. La manœuvre du jour va commencer. Le centre des appels a reçu un appel provenant d'un témoin d'un accident sur la voie publique. Le conducteur de la voiture aurait percuté un motard. Les VSAV 1 et 2 sont engagés pour secourir les 2 victimes jouées ici par nos 2 présentateurs. Objectif, reproduire une situation la plus réelle possible pour mettre les sapeurs-pompiers à l'épreuve. Deux victimes à déjà. Je vais gérer Laura, et ça sera ta victime numéro 2, Laura. Compte tenu de la position de la voiture et de l'état du conducteur, le VTU, véhicule toute utilité, est appelé puisqu'il contient le matériel qui va être nécessaire pour la désincarcération du conducteur. L'état du motard est préoccupant. Il souffre de multiples contusions et est inconscient. Heureusement, et ça lui a sauvé la vie, ce dernier était casqué lors de l'impact. Les sapeurs-pompiers lui retirent donc son casque avec la plus grande délicatesse afin de poursuivre son diagnostic. Tu tiens ? Ouais, je tiens. Qu'est-ce qui se passe, putain? Alors, Une victime ici? on a une victime ici inconsciente. On fera un lésionnel complet après en palpation. Hein. Inconsciente qui ventile. Posez tout ce qu'il faut. Monsieur, là, vous m'entendez? Serrez-moi la main, là. Le secoue pas, le secoue pas. Je vous laisse bosser. Oh, j'ai un pouls. Hein. Allez, pose le collier. Une minerve est placée afin de maintenir sa tête et son cou pour ne rien déplacer si une fracture est présente. Défait la ceinture, on prend en ventilation, pouls, on chiffre tout là rapidement. Quelques instants plus tard, le conducteur de la moto tombe en arrêt cardiaque. Instantanément, les pompiers tentent de le réanimer en pratiquant un massage cardiaque et maintiennent une fréquence cardiaque de 100 battements par minute. On va enlever le toit. La voiture du conducteur est mise sur cale. Le Libervite, une pince surpuissante, est sortie afin de réaliser un pavillon. On va enlever le toit afin d'extraire la victime qui est toujours accompagnée et suivie par l'infirmière des pompiers. Première étape, protéger le personnel s'occupant de la victime ainsi que cette dernière d'éventuels éclats de verre. Les sapeurs-pompiers vont briser les vitres puis découper le bas du pare-brise en quelques instants. Pendant ce temps, le brancard est préparé pour accueillir le conducteur. Attention. C'est que ça agite un peu derrière. Là, dans la vie, on peut découvrir problème de vocabulaire.
Alors vous faites attention, on a commencé à tirer les gars. Le Libervite n'aura fait qu'une bouchée de chacun des montants de la voiture, qui auront été découpés en 5 minutes chrono. Opération terminée. Le toit peut être retiré et mis à l'écart. La couverture de protection est retirée. Les bords saillants sont protégés. L'extraction de la victime va pouvoir commencer. Ils ont enlevé le toit. Eh oui. Allez, prends la planche. On met les protections. Hop. Il est où Ça monsieur on va... Comment vous sentez pour l'instant? On va fragiliser de ce côté. Il ne faudra pas moins de 6 pompiers pour maintenir la victime dans sa position initiale afin de la faire bouger le moins possible car elle souffre d'une douleur au dos insupportable. Doucement. Encore un peu, suppression de siège, ça va bien. Voilà, au max, encore. Tiens-le Jean, hein, tiens-le bien Jean. Ouais. C'est au max ça? Je veux pas le tracter, le tracte pas quoi. Ah, légèrement pour dégager un peu le bas. Les lombaires quand même, sinon je vais faire mal. Est-ce qu'on peut allonger un petit peu la victime? Vous êtes comment là? Vous replacez ou pas? Ça va? Ça suit? Les jambes ça va suivre ou pas? Ça va suivre. Ça va suivre. Allez, on fait la même manip. Vous êtes prêts? Voilà, on Ouais. fait. Soulagez, glissez. Top. Halt. Ouais, belle appui. Tu vas la suivre? Ok, on va se prendre une manip. En manip, on dégage, d'accord? Allez, vous êtes prêts? Ouais. On posera les pieds sur le coffre, d'accord? Allez, vous êtes prêts? Levez. Ça va les gars? Hop, halt. Vas-y, je reprends. C'est bon, ça suit? Allez, on fait demi-tour. On va engager les pieds directement en premier. Attention, Jean, ça passera pas. 11h45, fin de la manœuvre. Les deux victimes sont saines et sauves. Le matériel est reconditionné, puis c'est l'heure de la pause déjeuner dans une ambiance conviviale. 14h, c'est l'heure de nettoyer la remise. Il faut tout d'abord sortir l'ensemble des véhicules, puis asperger d'eau l'intégralité du sol afin de maintenir une propreté irréprochable. « 15h18, première intervention de la journée que nous suivrons. Le VSAV 1 est amené à 5 km de la caserne pour une personne se sentant mal. Cette dernière sera conduite à l'hôpital de Gap et sera prise en charge par les médecins urgentistes. Notre équipe sera de retour 45 minutes plus tard. Il faut nettoyer le VSAV et vérifier la présence de tout le matériel à bord. La remise est sèche, il est temps de replacer chacun des véhicules. Chaque véhicule a sa place, et chacun d'entre eux est relié à une alimentation afin que les moteurs soient toujours en préchauffe pour éviter les surprises et pour maintenir en charge les éventuelles batteries internes. Seuls les VL ne sont pas reliés à ce système.
8h31, nouveau départ. Le VTU et le VSAV sont appelés pour un AVP, accident de la voie publique. Une moto aurait percuté l'arrière d'une voiture et l'on ne connaît pas encore l'état de la victime. Arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard, le périmètre est sécurisé et aucun blessé grave n'est à déplorer. Alors que les témoins décrivent l'accident, les pompiers s'aperçoivent que les conducteurs de la moto et de la voiture ne sont pas présents. Alors que la passagère de la moto est amenée à l'hôpital, le VTU est de retour et est à nouveau disponible. Donc c'est une moto qui est rentrée dans une voiture. La passagère de la moto, elle est tombée par terre et la voiture qui s'est fait rentrer dedans, elle est partie directement, elle n'a pas senti le choc. Et après, le conducteur de la moto est parti aussi. Donc il ne restait plus que la victime, la passagère de la moto, qui a un petit choc léger, rien de méchant, pris en charge par les collègues à l'ambulance. 19h, fin de la journée. La garde de nuit va prendre le relais et les opérations récurrentes vont être de nouveau répétées. Alors moi je m'appelle Menard Jonathan, je suis première classe au CSP de Gap. J'ai commencé donc à l'âge de maintenant 13 ans, j'ai fait GSP donc sur 3 ans. À l'issue de cette période de formation, on a ce qu'on appelle le brevet, c'est un examen de fin de période. Et ensuite j'ai intégré donc le SDI 04 parce que j'étais domicilié dans le 04, donc j'ai attaqué dans le 04 dans un premier temps et après j'ai fait une mutation sur Gap, étant aussi domicilié sur Gap. C'est vrai que moi déjà je suis né un peu dans un monde de pompiers, hein. Mon grand-père était pompier, mon père était pompier, donc c'est vrai que j'étais pas mal dans ce bain-là. Après c'est vrai que j'aime tout ce qui est action, tout ce qui est adrénaline et tout ça, c'est vrai que ça me passionne quoi. Et puis porter secours aux gens, et puis voir quand on voit la détresse et la misère des gens, c'est vrai que ça donne envie d'aider quoi. C'est l'action, c'est que c'est toujours différent, c'est qu'on fait jamais la même chose, c'est vraiment un métier qui est vachement diversifié quoi. Deuxième jour au sein du centre de secours principal de Gap. La garde a effectué l'armement quotidien, le nettoyage des véhicules et la manœuvre. « 14h09, premier départ du VSAV 1 de l'après-midi. Une personne menace de mettre fin à ses jours dans le centre-ville de la capitale douce. À notre arrivée sur place, la police est présente. Une équipe du SAMU a été demandée. Cette personne est connue des pompiers car elle avait également menacé de se suicider il y a quelques jours. À leur retour, les pompiers poursuivent les tâches d'entretien et de nettoyage de la caserne. Mais le prochain départ ne se fait pas attendre. 17h46. Les voisins d'un immeuble ont alerté les pompiers pour une fumée s'échappant d'un appartement. Le FPT-LSR et l'EPC sont demandés sur les lieux. Chaque sapeur-pompier revêtit sa tenue de feu et s'équipe des ARI, appareils respirateurs isolants, pour le binôme qui partira en reconnaissance. À notre arrivée, un bilan est établi avec la personne à l'origine de l'alerte. Les sapeurs-pompiers montent à l'étage concerné pendant que l'échelle se met en place. Arrivés devant la porte,
la stratégie est établie. La porte ne résistera pas longtemps aux sapeurs-pompiers, qui l'ouvriront sans problème. En reconnaissance en priorité, voir s'il n'y a pas de personne à l'intérieur. Ok, s'il y a une personne, tu me l'évacues. En priorité, moi je te fais pousser en protection une lance. Ok? Allez, ça marche. Allez, action! Bon. Aucune victime n'est à déplorer. L'origine de la fumée a été déterminée. Fin de l'intervention. Les tuyaux doivent être rangés, le matériel reconditionné et les lieux nettoyés. Chaque sapeur-pompier est affilié à une tâche pour optimiser le temps de rangement. Intervention qui s'est bien déroulée dans l'ensemble, même si c'était rien. En tout cas, on voit que la rapidité des binômes et du conducteur a été impeccable pour mon agré. Après, Nico il dira pour son agré, mais vous c'est bon, ça a été bien fait. On aurait pu faire la manœuvre qu'on a fait avant-hier par l'extérieur. Là ouais, ça aurait été justifié. Ça aurait été justifié. Du coup, moi je suis reparti en bas, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Les hommes et les camions sont de retour. Les bouteilles d'air doivent être remplies à nouveau dans le VAR, véhicule d'assistance respiratoire. La journée s'achèvera sur cette intervention qui aura provoqué une montée d'adrénaline chez les sapeurs-pompiers. Alors, je m'appelle Jean Fracassetti et j'ai 19 ans. Je suis pompier volontaire depuis 3 ans au CSP Gap et je souhaite dans l'avenir faire officier sapeur-pompier professionnel. Alors, je sors d'un bac S au lycée Aristide Briand de Gap et j'ai ensuite enchaîné sur un DUT Hygiène, Sécurité, Environnement qui se rapproche au plus près de la formation pompier professionnel et qui prépare au mieux au concours. Dans un premier temps, je voulais faire passer le concours homme du rang, mais vu que la voie est assez bouchée du fait d'une forte demande, je me suis plus dirigé vers le concours d'officier, avec un bac plus 2 qui me permet donc de passer le concours de lieutenant. Ensuite, après ce DUT, j'ai préféré embrayer sur un bac plus 3, une licence professionnelle. Donc j'ai ensuite je souhaite embrayer donc sur une licence professionnelle, protection des populations, qui me permettrait aussi de passer le concours actuellement de capitaine. Donc je préfère pour le moment rester sur le concours de lieutenant, afin de rester un peu sur le terrain, pouvoir prendre du chef de garde dans les gros centres, et rester au plus près du métier qui me plaît et qui me passionne.
Alors effectivement, l'objectif n'est pas spécialement de quitter Gap, mais plutôt de trouver une caserne, car les places sont chères. Donc au niveau national, j'irai là où on me prendra et là où seront les demandes. Des lingues textiles. 2 sangles. 4 mariés, 2 grands modèles et 2 petits modèles. Ok. 4 calcarés en boîte à outils. 3, 4. À côté, une protection d'airbag. Valise rouge. Parce qu'ils ont dit que sinon, si jamais ils ne le récupéraient pas, après tu cuis, une fois qu'il est arrêté. Troisième et dernier jour. Les tâches du matin sont à nouveau répétées quand soudain le bip se déclenche. 10h14, le VSAV1 est demandé zone Tokoro pour une personne âgée qui aurait fait une mauvaise chute. Il ne faudra que 6 minutes aux pompiers pour se rendre sur les lieux. Plus de peur que de mal, la victime a été amenée aux urgences et sera prise en charge par les médecins urgentistes. « 13h58. La pause déjeuner est terminée quand le FPT-LSR, le FPT et le VSAV1 sont demandés pour un secours routier. Un conducteur serait rentré en collision avec un plot de béton. Les pompiers se rendent sur place. Une fois le périmètre sécurisé par la police, la prise en charge de la victime commence. Heureusement, il ne souffre que de très légères blessures. Cependant, étant incapable de bouger, il va falloir procéder à une latérale, une désincarcération qui consiste à couper un côté de la voiture. Du fait de la présence d'une conduite de gaz, le FPT a été demandé avec une équipe en tenue de feu. Au bas du dos et des douleurs abdominales. La découpe peut commencer grâce à l'utilisation d'une nouvelle pince hydraulique, LOL Matro. Quelques minutes plus tard, la victime peut être extraite, puis conduite vers le service des urgences. L'intervention est terminée. Il faut ranger le matériel et enlever la voiture.
va? Comme ça, j'ai fait le cardio, c'est bon? Vers la terre, toi. C'est bon pour le coquille? Ouais. Le second départ ne se fait pas attendre. 15h17, un autre AVP vient de se reproduire. Une automobile aurait percuté l'arrière d'une autre. Le VSAV1 et le FPT-LSR se rendent sur place. Le trafic est dense. Pour travailler en toute sécurité, il faut réguler la circulation. Qui a vu son médecin traitant à 13h45. Au final, la victime ne souffre d'aucune blessure grave. Elle est sortie de la voiture puis amenée aux urgences de Gap. L'intervention s'achève. Donc on est parti donc, avec le FPT-LSR sur la première intervention donc, qui était zone Tokoro, sur une VL seule en cause qui s'est encastrée dans un poteau anti-encastrement. Donc sur cette VL on avait 2 personnes impliquées, dont une blessée un peu plus sérieuse on va dire et une autre plus légère. Donc la blessée un peu plus sérieuse, on était obligé de désincarcérer cette personne puisqu'elle ne pouvait pas sortir d'elle-même du véhicule, elle était donc bloquée dans son véhicule. Donc du coup on a fait un latéral pour pouvoir la sortir le mieux possible sur le plan dur. Voilà. Et donc la seconde intervention, donc, comme vous avez pu voir, elle était plus mineure puisque c'était 2 VL en cause qui sont percutés par l'arrière mais à faible allure au niveau du feu avenue Jean Jaurès. Donc là, la première personne était consciente bien entendu et a eu plus des problèmes on va dire au niveau dorsal et cervical dû au choc par l'arrière. On termine cette émission par un retour au CODIS et une simulation d'appel. Ici on travaille en groupe de 12 heures. Nous sommes actuellement 6 chefs de salle, 6 opérateurs titulaires et 12 opérateurs volontaires. Tous ceux qui sont à la salle, ce sont des pompiers. Moi c'est mon métier. Dominique, son métier c'est d'être opérateur, mais en même temps il est officier sapeur-pompier au CSP Gap. David, opérateur volontaire, mais en même temps il est caporal chef, sergent sur l'Argentière ABC. Voilà. Il n'a pas de changer. Voilà, tous ceux qui sont là, ce sont des sapeurs-pompiers. Ici, nous recevons, on va dire, normalement le CTA, c'est 2 parties totalement distinctes. Le CTA, c'est le centre de traitement de l'alerte, et le CODIS, c'est la gestion opérationnelle. C'est-à-dire, dès qu'on a traité l'alerte, ça devient en formation CODIS. Gérer les engins et gérer le personnel. Par jour, alors ça dépend. On va dire, on va faire une estimation entre 200 et 250 appels par jour. Juste administratif, 18 sans doute.
C'est à peu près ça. Sur l'année, on fait à peu près 70 000 appels sur l'année. Parce qu'on arrive à gérer tout ce qui pollue, on va dire, notre travail. Mais, et sur intervention, on est à 10 000 interventions à l'année, sans compter les interventions du 15. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a de la chance, on est en relation avec le 15, donc eux nous envoient des appels, et nous on leur envoie aussi des appels. On a un lien direct avec eux, donc on a tout de suite à voir. En moyenne, on a un temps d'attente de, on va dire, 2 à 3 semaines. Pas plus. On va dire le plus long, parce que c'est une estimation qui est faite, c'est avec le 112. Le 112, on est obligé de mettre un répondeur dessus au départ, pour stipuler aux gens que vous êtes sur un appel de ligne d'urgence. Les pompiers, j'écoute. Oui. Alors, c'est sur la commune de Gap. Alors, rue du Centre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Un homme alcoolisé sur la voie publique. Il est bien conscient? Il aurait pu faire le... Ouais. En fait, simulation, il aurait pu faire un feu ou un accident. Allez, vous quittez pas, je vous passe la régulation médicale, hein, j'envoie les pompiers. Hein. Vous avez découvert le quotidien d'un sapeur-pompier. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans Métier d'urgence.